Léo Messi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ou encore Radamel Falcao, depuis la création du championnat de France en 1932, de nombreux stars sont passés par la Ligue 1. Mais la mini-liste que je viens de vous faire aurait pu être encore plus longue et plus belle si les clubs qui vont suivre avaient su dénicher le talent de ces stars ou futures stars. Je vous propose tout de suite une liste de 10 légendes, 10 stars que la Ligue 1 a ratées. La liste épisode 8, c'est parti. Numéro 1, Cristiano Ronaldo. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire, le meilleur diront certains, aurait pu évoluer en Ligue 1. Il a eu 2 occasions de le faire avec 2 clubs différents. La première est assez connue, c'est le fameux échange entre l'Olympique Lyonnais et le Sporting. L'attaquant Tony Vérel n'est plus dans les plans de l'OL et souhaite s'en séparer. Arrive donc le Sporting qui propose un échange, Vérel de Lyon contre 2 joueurs dont Cristiano Ronaldo, mais l'OL refuse. Il me restait 1 an de contrat. Donc Lyon voulait un transfert, de l'argent, et ne voulait pas d'un échange. Je pense que Lyon doit regretter aujourd'hui. Le mercato suivant, à l'été 2003, CR7 signe à Manchester United. Et c'est là qu'intervient la deuxième opportunité du Portugais d'évoluer en Ligue 1. Petit saut dans le temps, on est à l'été 2004, et après une saison en Première Ligue, le bilan de l'ailier gauche n'est pas dingue. Bon, il est virevoltant, percutant, il fait de beaux passements de jambes, mais ça reste léger. Sir Alex Ferguson, qui veut le défenseur argentin du PSG Gabriel Heinze, propose donc un prêt de CR7, histoire de faire baisser le prix du transfert d'Heinze. Le club parisien refuse, Heinze signe à United pour 10 millions d'euros et CR7 ne jouera jamais au Parc des Princes avec le maillot rouge et bleu. Depuis le rachat du PSG par le Qatar, Ronaldo a aussi eu l'occasion de signer à Paris à plusieurs reprises, mais ça ne s'est jamais fait non plus. Numéro 2, Erling Haaland. Erling Haaland contre Kylian Mbappé, l'un avec Paris, l'autre avec l'OM. Un tel duel aurait pu avoir lieu en Ligue 1. En novembre 2019, un ancien analyste vidéo de l'Olympique de Marseille a affirmé avoir repéré Erling Haaland en 2018 avant que le cyborg ne débarque à Salzbourg. Thomas Benedet raconte comment il a découvert le scouting, l'analyse vidéo, le processus de recrutement lorsqu'il était employé du club phocéen. Et au détour de l'anecdote, il balance qu'il avait repéré Haaland. Normal. Ce moment-là, le repérage de joueurs, que le recrutement aboutisse ou pas, c'est ce que j'aime. L'an dernier, j'ai eu ça pour Haaland, qui claque pour Salzbourg. Et j'ai dit à Rudy de le prendre direct. Non, pour refaire. Rudy Garcia n'a visiblement pas apprécié le profil, car il a préféré signer Nemanja Radonjic à la place. T'as eu du pif, mon Rudy, du pif. Numéro 3, Robert Lewandowski. Restons dans la catégorie numéro 9, passé par la Bundesliga avec Lewandowski. L'attaquant polonais aurait pu signer pour le RC Lens. Joachim Marx, ancien joueur et entraîneur lensois, est toujours resté proche de Gervais Martel, président du Racing pendant près de 30 ans. Et grâce à son ami Marx, Martel était toujours bien informé sur le championnat polonais. C'est ainsi qu'il a très vite eu connaissance d'un certain Robert Lewandowski, jeune attaquant polonais de 19 ans. Un phénomène dans le placement, un crack ultra adroit devant le but. Il n'a pas encore 20 ans, mais avec ses 17 buts en 2006-2007 pour Znicz Pruszko, désolé pour la prononciation, Lewandowski fait monter ce club de D3 à D2 presque à lui tout seul. Marx propose donc Lewandowski, encore inconnu des radars, au RC Lens. Problème, les 100 et or ont terminé la saison 2006-2007 à la 5e place après avoir passé les 3 quarts de la saison sur le podium. Bref, une fin cata. Le Racing, qui vient de sortir Giroud de la retraite, cherche donc des joueurs confirmés et engage Bonaventure Kalou et Kanga Akale à la place. Un coup de maître, une réussite. Enfin presque, puisque Lens est relégué en fin de saison. À l'été 2009, Lens remonte et retente sa chance, mais cette fois-ci avec Lech Poznan, où est parti Lewandowski, mais le club réclame 6 millions. L'été suivant, en 2010, nouvelle tentative. Cette fois, le prix est de 4 millions d'euros, mais nouvel échec. Le club polonais voulait déjà un transfert énorme pour un joueur de cet âge. C'était mission impossible. Je n'avais pas trouvé les moyens financiers pour le faire venir, car il était déjà scruté par d'autres clubs, notamment en Allemagne. Numéro 4, Ronaldo Nazario. Cristiano et Ronaldo Nazario, qui est derrière moi, n'ont pas que le nom Ronaldo en commun. Ils ont aussi 2 autres points communs. Le premier, c'est que tous les deux ont eu 2 occasions de jouer en Ligue 1, et sans jamais qu'elles ne se concrétisent. On est au début des années 90 et du haut de ses 15 ans, Luis Nazario de Lima fait des merveilles avec son club local de Sao Cristóvão. Franck Enouda, un Français qui s'est lié d'amitié avec Jairzinho, qui avait déniché la pépite, parle du phénomène à Luis Fernandez, à l'époque entraîneur de l'AS Cannes. Luis Fernandez en parle à son président, mais ce dernier refuse de prendre le risque financier. R9 à Cannes, c'est non. Quelques mois plus tard, le PSV achète le joueur et la suite appartient à l'histoire.
Et deuxième point commun entre R9 et CR7, ils auraient tous les deux pu jouer au PSG. On est en 1997, le club parisien est détenu par Canal+, et à l'époque, le PSG pèse sur la scène européenne. Sauf que l'actionnaire, pour raisons économiques, marketing, tout ce que vous voulez, ne veut pas s'offrir les services du crack qui continue de monter en puissance. Canal avait les moyens de s'offrir Ronaldo, s'il en avait eu la volonté stratégique. Mais c'était trop cher. Il y avait une volonté de ne pas passer un cap en termes de transfert, de ne pas écraser les autres clubs, par respect de l'abonné de la chaîne qui vivait à Montpellier ou à Marseille. Canal ne voulait pas qu'il y ait une espèce de position dominante du club de la chaîne par rapport aux autres. Comme le PSG était financé avec l'argent des abonnés de Canal, c'est-à-dire les abonnés de Paris, mais aussi de Marseille, de Lyon, de Lille, etc., il ne fallait pas que le club parisien écrase trop le championnat. Parce que c'est vrai que si tu payes le salaire du mec qui marque contre ton équipe, que tu regardes sur Canal+, au-delà de faire mal, ça a un peu un côté schizophrène. Du coup, après avoir tout cassé à Barcelone en seulement quelques mois, Ronaldo n'a pas rejoint la Ligue 1, mais la Serie A et l'Inter. Numéro 5, Luis Suarez. Il n'y a pas qu'en 2017, 2018 et ensuite que l'Olympique de Marseille a recherché désespérément son grand attaquant. C'était déjà le cas à l'été 2010. Et le coach, Didier Deschamps, avait surtout un homme en tête, un joueur en ligne de mire, Luis Fabiano. Ça n'a jamais pu se faire puisqu'après Séville, le Brésilien est rentré à la maison à Sao Paulo. D'autres pistes étrangères ont été tentées lors du Mercato 2010, du Maxi Lopez, du Fabio Quagliarella et même un certain Luis Suarez, et pas son homonyme colombien qui a fait que passer en 2022. Non, l'Uruguayen. J'adore rire. Sauf que selon un dirigeant marseillais de l'époque, Deschamps n'aurait pas été emballé plus que ça par le profil d'El Pistolero, qui empilait pourtant déjà les buts à l'Ajax. Une info qui a étonné lorsqu'elle est sortie à l'époque, mais qui n'a jamais été démentie par la suite par qui que ce soit. À la place, l'OM a recruté le duo André-Pierre Gignac-Loïc Rémy pour 33 millions d'euros. Et dans les dernières heures du mercato estival 2010, Liverpool s'offrait Luis Suarez contre 27 millions d'euros. Bon, les deux hommes, Rémy et Gignac, n'ont pas floppé à l'OM, loin de là, mais on parle quand même de Luis Suarez. Et ce qu'il est devenu ensuite. Numéro 6, Pelé. En 1971, seulement un an après sa création, le PSG accède à la première division et souhaite, boum, frapper fort. La troisième version du Parc des Princes, la version à peu près actuelle du stade, va être livrée dans quelques mois. Alors il faut quelqu'un capable de faire venir 50 000 spectateurs dans un stade tout neuf. Et qui de mieux que le meilleur joueur du monde, celui qui a déjà 3 Coupes du Monde à son palmarès, pour faire marcher la billetterie? Personne. Ayant eu des échos des problèmes financiers de Santos, Guy Crescent, le président fondateur du PSG, se rend au Brésil pour négocier. À l'époque, il dit qu'il espère ramener une deuxième tour Eiffel à Paris. Doucement les présidents du PSG avec les déclats entre toi, entre Nasser, calmez-vous les mecs. Un montage financier complexe est même envisagé. On parle d'un prêt de 3 ans avec un système de redistribution des recettes générées par le PSG pour Santos, blabla, enfin un truc compliqué. Je vous épargne les détails, parce que finalement l'affaire est tombée à l'eau. Car Santos trouve un moyen financier de garder Pelé avec une nouvelle tournée aux États-Unis. Ce qui arrange Pelé, qui voulait rester apparemment au Brésil. Sans ces 2 petits points de blocage, quand même des points énormes, le mec voulait pas venir, Pelé aurait pu jouer au PSG. Voilà. Numéro 7, Antoine Griezmann. Là vous vous dites, ouais Joe, on connaît la raison, t'aurais pu le mettre en numéro 10. Eh ben justement, attendez un peu. Quand j'écris les scripts, j'essaie d'être malin. Voilà. Repartons à la base, les débuts. Antoine Griezmann commence le football à l'âge de 6 ans à Mâcon et fait un essai à Lyon à l'âge de 13 ans à l'OL. Malheureusement pour lui, celui qui deviendra Grisou, Grizzly, Grizzly, tout ce que vous voulez, les essais ne sont pas concluants. Le gamin n'intègre pas le centre de formation. Voici la version de Griezmann. À 13 ans, j'ai fait plusieurs matchs d'essai à l'Olympique Lyonnais avec Lacazette, Grenier et d'autres. Le club a appelé mon père pour lui dire qu'on devait patienter et surveiller ma croissance. Montpellier a eu la même réserve liée à ma taille inférieure à la moyenne. 4 mois plus tard, la Real Sociedad m'a récupéré. Je n'ai jamais su si les dirigeants lyonnais avaient eu des regrets, mais moi je n'en veux à personne. Et en cherchant cette déclat, je suis tombé sur une autre déclat, celle de Gérard Bonneau, dénicheur de pépites pour l'OL pendant 25 ans. Apparemment, il n'y avait pas qu'un problème de croissance pour Griezmann. Écoutez, il faut quand même savoir qu'on lui a fait une proposition. Il était de Mâcon, donc il était de la région Bourgogne. Il n'avait donc pas le droit de venir à Lyon puisque c'était à plus de 50 km de chez lui. Il fallait qu'il reste au moins jusqu'à ses 15 ans dans sa région. S'il avait habité dans la région Rhône-Alpes, je pense qu'on l'aurait fait signer. Finalement, Griezmann est repéré et récupéré par la Real Sociedad. Il y passe pro, dispute 5 saisons en Liga, marque 52 buts avant de partir pour l'Atlético de Madrid où il a marqué l'histoire. D'ailleurs, Lyon n'est pas le seul club à avoir loupé Griezmann puisque Montpellier, Metz, Saint-Etienne ou encore Sochaux ont eux aussi émis des réserves à l'époque.
Juste avant d'enchaîner avec le numéro 8, sachez que Zlatan Ibrahimovic aurait pu lui aussi jouer à l'OL. Pour remplacer Sonny Anderson, parti à Villarreal, Lyon hésitait entre Jovan Elber et Ibra. Et c'est finalement le Brésilien qui a été préféré aux Suédois pour son expérience. Voilà, je trouvais ça intéressant, on peut enchaîner. Numéro 8, Kaka. Vous le savez sûrement, les Brésiliens et le PSG, c'est une grande histoire d'amour. Neymar, Rai, Ronaldinho et j'en passe ont tous porté les couleurs du PSG. Et je viens de vous en parler, Ronaldo, R9 et Pelé ont failli jouer au Parc des Princes. Et bien même chose pour Kaka. J'ai failli y jouer quand j'ai quitté Sao Paulo pour l'AC Milan en 2003. Le club et Leonardo, qui était le manager lombard à l'époque, ont émis l'idée de me prêter une saison au PSG. À mon poste, il y avait déjà Rivaldo et Rui Costa, et il fallait que j'attende un peu pour faire ma place. Finalement, quand je suis arrivé, ils ont préféré me garder. Et j'ai bien fait puisqu'on a gagné le Scudetto à la fin de la saison. Voilà, rien à dire de plus. Quoique si, à Milan, Kaka est devenu incroyable, un joueur exceptionnel, le meilleur joueur du monde, Ballon d'Or 2007 et vainqueur de la Ligue des Champions. Beau CV quoi. Numéro 9, Diego Maradona. Été 89, une info dingue arrive aux oreilles de Bernard Tapie, président de l'Olympique de Marseille. Diego Maradona veut quitter Naples. Ni une ni deux, Bernard prend son avion privé et va directement discuter avec Diego Maradona. Tapie propose à l'Argentin un salaire multiplié par 2, une villa en bord de mer à Cassis, au calme, loin du tumulte de Naples. Sauf que l'existence de la Réunion fuite et ça déclenche un vrai séisme. Dans le même temps, le président marseillais commence son entreprise de communication dans les médias. 20 millions par an. 20 millions par an. Mais c'est cadeau. C'est pas beaucoup. Mais c'est cadeau. Mais c'est strictement zéro, c'est rien. C'est beaucoup moins que quand vous donnez 50 000 à un joueur de Laval. Les tifosi, la mafia, l'Italie du football, tous ont intérêt à retenir Maradona en Serie A. Et c'est pour ça que le président napolitain se montre si ferme, si opposé à un départ. Diego à Marseille? C'est non. Une fois que je suis retourné à Naples, j'ai dit à Ferleno « Merci président pour toutes ces belles années, je m'en vais ». À ce moment-là, il a commencé à faire l'idiot, comme s'il ne comprenait pas. Et il a fait marche arrière. Fin de l'histoire. Selon Luciano Moggi, le directeur sportif du Napoli de l'époque, Bernard Tapie savait ce qu'il faisait. Bernard Tapie savait très bien que ça ne se produirait pas. Il s'en est servi pour faire un peu de publicité et pour servir ses intérêts. Selon Bernard Tapie, c'est la fuite de l'info dans la presse par un cadre du vestiaire de l'OM qui a fait capoter le transfert. Car toute la pression sur le Napoli, toute la pression médiatique, populaire, aurait forcé son président à faire machine arrière. Numéro 10, Miroslav Klose. Bien avant d'être le meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde avec 16 buts en 4 participations, l'attaquant allemand aurait pu jouer en Ligue 1. Miroslav est le fils de Joseph Klose, ancien attaquant de la GA Auxerre. La GA s'est dit « Tiens, il y a le fils d'un gars qui a joué chez nous, qui joue au ballon, il a 15 ans, et si on allait le superviser, si on allait le voir ». Klose est donc supervisé par le boss de l'époque, c'est-à-dire Giroud, mais ce dernier n'est pas emballé par le gamin et le laisse donc rentrer en Allemagne. Oh merde! Oh c'est con ça! Miroslav réussit malgré tout à percer en Allemagne, à Kaiserslautern notamment, puis au Werder, puis au Bayern, et puis en Coupe du Monde. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Avez-vous d'autres noms en tête? Et parmi les joueurs que je viens de lister, lequel auriez-vous aimé le plus voir jouer en Ligue 1? Dites-moi tout ça en commentaire les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et puis de vous abonner pour donner un petit peu de force à la chaîne Foot Mercato FC. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, et vive le foot. Ciao.